Bonjour et bienvenue dans Reporter, votre magazine du grand reportage sur France 24. Cette semaine, nous partons dans une ville qui s'apprête à accueillir le monde entier, Shanghai, capitale économique de la Chine, où va se dérouler pendant 6 mois la plus grande exposition universelle de l'histoire. 100 millions de visiteurs attendus, des milliards d'euros dépensés, l'événement est finalement bien à la mesure de la ville, gigantissime. Car Shanghai collectionne les superlatifs et se considère plus que jamais comme la vitrine de la Chine moderne. Difficile d'imaginer qu'il y a encore 20 ans, Shanghai était une ville pauvre, totalement délaissée par le pouvoir chinois. Nos correspondants Baptiste Falvoz et Pierre Cheminat ont sillonné la ville, rencontré ses habitants et reviennent sur le destin hors norme du Shanghai d'aujourd'hui. C'est la photo traditionnelle quand on arrive à Shanghai. Un souvenir devant le compteur de vitesse du Maglev, le train qui relie l'aéroport à la ville. Une pointe à 431 km/h, record mondial. Shanghai donne le ton d'entrée. Ici, tout va plus vite qu'ailleurs. Shanghai, capitale de la démesure. 19 millions d'habitants, 120 nouveaux gratte-ciel chaque année et le plus long métro du monde. Un rythme effréné qui donne le tournis même aux Shanghaïens. À 55 ans, Wei Wen s'offre parfois une promenade dans son ancien quartier où elle a perdu tous ses repères. Cette photo a été prise en 2002. Ici, il y avait un champ de colza avec plein de fleurs et ici ma maison. En 2002, le gouvernement nous a fait déménager pour construire tous ces grands immeubles. Wei Wen a toujours vécu ici, dans le district de Lujiazui. Lujiazui, c'est désormais le centre financier de la ville, la fierté des Shanghaïens. On surnomme le quartier le Manhattan chinois, sauf qu'ici les gratte-ciel sont bien plus hauts qu'à New York. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans seulement, Lujiazui ressemblait à ça. Des champs, des entrepôts, un port de pêche et une population très pauvre. Wei Wen a beaucoup de souvenirs, mais aucun regret. On utilisait l'eau de la rivière voisine, elle n'était bien sûr pas potable. Il n'y avait pas de toilettes. Pour la nourriture, on utilisait les produits des fermes des environs. 20 ans plus tard, il y a tous ces immeubles. Cet endroit est devenu la zone la plus fantastique, le plus beau quartier du district. 20 ans exactement, car le destin de Shanghai bascule en 1990, quand le gouvernement chinois décide d'en faire sa capitale économique. En quelques années, une nouvelle ville sort de terre. Mais le développement arrive d'abord par la mer. Shanghai est situé à l'embouchure du fleuve Yangtze, un emplacement stratégique. Son port devient donc l'un des carrefours de l'économie chinoise, au point d'être complètement saturé. La ville se lance alors dans un immense chantier. Un pont de 32 km qui débouche sur un port en eau profonde, le plus grand du monde, capable de stocker 300 000 containers. Le site est dirigé aujourd'hui par Xu Guoming. Chaque jour, il inspecte les 6 km de quai. Regardez là, c'est un cargo sud-coréen qui décharge. On a l'un des meilleurs équipements au monde. On a des machines qui permettent d'attraper et de déposer 2 containers en même temps. Un cargo et des équipements qu'il faut filmer à distance. Vous pouvez vous approcher un peu plus, mais après c'est interdit d'aller plus loin. L'endroit est ultra sécurisé. L'an dernier, près de 8 millions de containers sont passés par ces quais. Un chiffre qui devrait être largement dépassé en 2010 avec la reprise de l'économie chinoise. Les autorités du port voient donc encore plus loin. On a commencé une autre phase de travaux qui devrait se terminer bientôt. À ce moment-là, on pourra accueillir 15 millions de containers chaque année. Retour sur la terre ferme, où Shanghai a développé son industrie et redécouvert la spéculation. Au pays du communisme, les petites salles de marché ont investi les quartiers. La folie boursière n'est pas qu'une affaire de riches. Ici, on accueille les petits actionnaires aux revenus modestes, à l'image de Ming Li qui vient acheter ses premiers titres. Et vous allez investir combien ? 700 €. J'espère que je pourrai avoir de bons retours sur investissement. Je suis pas très contente de mes revenus habituels. La bourse de Shanghai bat des records depuis 10 ans. Aujourd'hui, certains économistes craignent la surchauffe et l'explosion d'une bulle financière.
Pourtant, chez les petits porteurs, c'est l'optimisme qui domine. Vous avez confiance en la bourse de Shanghai ? Oui, j'ai confiance. Je pense que l'exposition universelle va faire grimper nos actions et qu'elle nous rapportera de l'argent. Certains n'ont pas attendu l'expo pour faire fortune. Rendez-vous chez l'une des légendes de la bourse, au bout de cette allée bien gardée. Voici l'une des innombrables maisons de Liu Yiqian. L'homme est ce qu'on appelle un tycoon. Il a fait fortune en 15 ans grâce à ses placements financiers. Il pèse aujourd'hui 600 millions de dollars. Des personnages comme lui, il y en a des dizaines à Shanghai, riches et décomplexés. Cette maison-là, elle a été achetée en 2002. À l'époque, elle coûtait plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il doit y en avoir pour plus de 10 millions d'euros. Visite guidée à l'intérieur du palace. Un style hétéroclite et un goût certain pour la dorure. Liu Yiqian est aujourd'hui l'un des plus grands collectionneurs d'art de Chine. Des dizaines d'œuvres encore emballées s'entassent dans son arrière-cuisine. Le milliardaire est visiblement plus investisseur que connaisseur. C'est une sculpture. Elle doit venir d'un artiste français. Un artiste très célèbre. Le temps d'un coup de fil à sa femme, et Liu Yiqian retrouve son nom. Dis-moi, elle vient bien de France, la statue? Ah, il s'appelle Rodin. Je connais pas, moi, Rodin. Il est français, Rodin? Ah, Rodin. C'est Rodin. Rodin de France. Si Rodin est inconnu, la période maoïste, elle, est exposée un peu partout. Cela peut paraître surprenant, mais le pop art révolutionnaire est à la mode chez les milliardaires chinois. On a acheté ces peintures, faites sous la révolution culturelle, à une époque un peu particulière, et on les a publiées dans un livre. Beaucoup de ces tycoons ont bénéficié d'appui politique lors de l'ouverture économique de la Chine. Liu Yiqian, lui, affirme s'être formé tout seul, ce qui lui vaut l'admiration des Shanghaïens. Quand j'étais adolescent, je fabriquais des sacs avec mes parents. Après, j'ai ouvert un petit magasin, puis j'ai travaillé dans une usine, et après, j'ai passé ma licence de taxi. Et si vous me demandez comment je suis passé de la pauvreté à la richesse, eh bien c'est grâce à l'entrée de la Chine dans une économie de capital depuis 30 ans. Si le mot capitalisme reste tabou en Chine, l'argent est redevenu le moteur de Shanghai, comme il était dans les années 30. Les boutiques de luxe fleurissent dans la ville, comme ici sur la rue de Nankin, un paradis de la consommation long de 5 km. À son extrémité, le Bunt, avenue mythique du Shanghai des années 30, accueille, lui, les plus grandes banques chinoises. Luxe le jour, strass et paillettes la nuit. Jusqu'en 1995, il était impossible de trouver une discothèque en dehors des hôtels. Aujourd'hui, les soirées shanghaïennes se passent dans les bars lounge et les boîtes branchées, avec là encore le goût de la démesure. Rendez-vous au Mint, le club le plus sélect de la ville. Chaque soir, expatriés et jeunesse dorée chinoise y découvrent de nouveaux DJ ou discutent affaires. Le cadre est tape à l'œil, mais complètement assumé par Damien, le chef de salle français du Mint. Nous avons ici l'aquarium de 17 mètres de long avec 8 requins à pointe noire qui représentent les couleurs du mint. Donc le blanc, le gris et le noir. Okay. Et qui représentent aussi, je sais pas, je trouve que c'est un très beau poisson, une puissance, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'on s'y attache aussi, on peut le reconnaître. Damien est arrivé à Shanghai il y a 2 ans, après avoir travaillé dans les clubs londoniens et australiens. La vie nocturne, il connaît, et pour lui, l'avenir des soirées shanghaïennes, c'est le haut standing. Les Chinois adorent tout ce qui est marque, tout ce qui est fashion, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est cher. Et il y a énormément de nouveaux riches. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un commence à avoir de l'argent, ce qu'il veut, c'est le meilleur, le plus cher, le plus beau. Ce qu'ils aiment, c'est se montrer. Se montrer et prendre une revanche sur le passé. Appauvri et persécuté sous la révolution culturelle de Mao Tse-tung, Shanghai renoue avec les tabous d'il y a 30 ans. Le luxe, la fête et l'influence occidentale. Mais à Shanghai, comme ailleurs en Chine, on évite de parler politique en public. Quand on évoque le passé maoïste, c'est souvent la langue de bois qui domine.
Si notre puissant leader Mao nous voyait maintenant, il serait satisfait. Parce qu'après avoir reçu son glorieux héritage, nous acceptons maintenant les idées occidentales. Et ça aussi, c'est une sorte de réforme et de progrès. La réforme et le progrès, un rêve pourtant inachevé pour une grande partie des Shanghaïens. La ville fait table rase du passé, mais un grand nombre d'habitants attend toujours la fortune. La situation est encore moins enviable pour les 5 millions d'ouvriers migrants qui transforment la ville depuis 20 ans. Difficile de gagner plus de 200 € par mois, à moins de prendre des risques. Ces hommes en vert nettoient les façades des gratte-ciel. Il y en a des milliers à Shanghai. Tiens, passe-moi la corde. Tu peux bien serrer le nœud, s'il te plaît ? Chun est arrivé de la province du Renan il y a 12 ans pour faire ce travail d'acrobate. Pour chaque descente, il faut une demi-heure de préparation. Comme vous voyez ici, il y a une corde de sécurité au cas où la corde principale casse. Il faut que le nœud soit serré à double tour. Il ne faut surtout pas négliger la préparation. Pourtant, chaque année, des travailleurs se tuent en chutant des gratte-ciel de Shanghai. Mais Chun n'a pas eu le choix et le travail est plutôt bien payé. On gagne 15 € par jour et la compagnie nous paye tout. Je n'ai pas eu le choix, je viens de l'extérieur de Shanghai et sans avoir fait d'études, on ne peut pas trouver d'autre travail. 29 étages à descendre aujourd'hui, très loin du record de Chun, suspendu parfois à plus de 400 mètres de hauteur. L'évolution de Shanghai, il la commente à sa manière. En 11 ans, ça a beaucoup changé. Les gratte-ciel sont de plus en plus grands et ils ont des formes de plus en plus étranges. Ça ne facilite pas mon travail. Bien loin des salles de marché ou des discothèques branchées, Chun n'aura pas vraiment connu l'Eldorado shanghaïen. Mais du haut d'une de ses tours, il observera peut-être le site de l'exposition universelle. Shanghai s'est donné 6 mois pour accueillir le monde entier, montrer sa maturité et sa puissance retrouvée. 6 mois, presque une éternité pour une ville qui avance beaucoup plus vite que les autres. Ce reportage de notre correspondant Baptiste Falvoz, eh bien, nous pouvons tout de suite aller à Shanghai pour lui parler en duplex. Baptiste, on sentait très bien dans ce reportage que Shanghai est finalement une ville où l'argent est considéré sans complexe et pourtant ce pays communiste, ça paraît étrange que les gens puissent avoir ce regard sur l'argent, que l'argent puisse avoir une telle importance dans une ville comme Shanghai aujourd'hui. Ah oui, bon d'abord il faut savoir quand même que parler d'argent c'est quelque chose d'assez courant en Chine. On demande facilement son loyer à quelqu'un, le prix de son loyer, on lui demande facilement son salaire même lorsqu'on ne le connaît pas. Mais à Shanghai, eh bien la tendance est peut-être effectivement plus marquée qu'ailleurs. Il est d'ailleurs intéressant à ce titre de discuter avec des gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas originaires de Shanghai. Et souvent quand on leur demande eh bien ce qu'ils pensent de la ville, même lorsqu'ils y travaillent, eh bien c'est la réponse c'est trop d'intérêt pour l'argent, trop d'intérêt pour le matériel, voire pour le superficiel. Alors certains diront finalement que c'est le naturel de Shanghai qui revient au galop. Dans les années 30, Shanghai, c'était le centre financier de l'Asie. On venait véritablement faire de l'argent dans la ville. Et puis, il y a eu la révolution culturelle avec ses persécutions. Et aujourd'hui, eh bien, Shanghai prend sa revanche, redevient finalement ce qu'elle a toujours été, même si, officiellement, on ne peut toujours pas parler de capitalisme en Chine, et notamment à Shanghai. On parle de socialisme de marché. Et ce paradoxe, il est assez intéressant, finalement, à illustrer avec une scène, alors qui n'est pas dans le reportage, puisque c'est lorsque je suis allé tourner dans la salle de marché que vous avez vu, j'ai pu discuter avec des gens et certains m'ont accueilli assez vertement, l'un d'entre eux me disant qu'il n'aimait pas le gouvernement français. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est anticommuniste. C'était assez étonnant, assez étrange de voir cette personne critiquer Nicolas Sarkozy comme un anticommuniste alors que cette personne était en train de vérifier le cours de ses actions sur son écran d'ordinateur. Et ça représente finalement le paradoxe de la ville. Et c'est ce qui paraît vraiment très étonnant. On a cette liberté des mœurs qu'on a très bien vu dans votre reportage, qu'on sent vraiment tout autour de Shanghai, cette liberté aussi économique, bien sûr, dont vous me parliez à l'instant, mais sans toutefois qu'il y ait pour l'instant de grandes libertés politiques.
Alors, vous savez, si Shanghai veut se comparer à de grandes mégalopoles internationales comme New York, comme Londres, au niveau, bien sûr, des libertés, elle en est très loin. La Chine reste un pays extrêmement autoritaire. Shanghai reste une ville autoritaire. Il n'y a finalement pas vraiment de différence avec les autres villes. La liberté de la presse est complètement verrouillée. Les dissidents se font régulièrement, tout du moins surveiller ou envoyer en prison. L'une d'entre elles, très connue, qui s'appelle Mao Rongfang, eh bien, vient d'être condamnée à 18 mois de camp de travail sur simple décision administrative. C'est dire finalement si le durcissement du pouvoir politique de ces derniers mois a été important, notamment avant l'exposition universelle de Shanghai, de la ville. Et puis au niveau culturel, eh bien, on est encore très très loin de ces grandes villes, donc comme New York, puisqu'il existe, on l'a vu dans le reportage, certains bars branchés, certains clubs où l'argent est roi, mais en ce qui concerne la vie nocturne plus alternative, en ce qui concerne les concerts peut-être un peu plus subversifs, eh bien, toutes ces salles sont étroitement surveillées par les autorités. Elles sont même régulièrement amenées à fermer. L'une d'entre elles a fermé d'ailleurs il y a quelques jours à l'approche de l'exposition universelle, bien sûr, fermeture par les autorités. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas du tout dire que Shanghai est une ville libérale dans tous les sens du terme. Baptiste Falvoz, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci aussi pour ce reportage. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tous les derniers titres de l'actualité sur France 24. Restez avec nous.